On y va? Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce live inspiration avec aujourd'hui Catherine Testa, la fondatrice de l'optimisme.com et de l'optimisme.pro pour la qualité de vie au travail. Deux sites qui sont suivis par 1 million de fans, de tes fans, Catherine. Tu es aussi autrice de best-sellers, Oser l'optimisme, Oser être soi même au travail et le tout dernier, Synchronicité. Et tu es également conférencière parmi les top influenceurs en France depuis des années. Je suis vraiment ravie de faire ce live avec toi, Catherine. Je pense qu'on va toutes et tous prendre une bonne dose d'optimisme. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Celles et ceux qui nous suivent, je vous incite à nous dire d'où vous venez dans les commentaires, votre ville et votre morale, votre météo du jour. Alors, si tout le monde peut éviter de mettre canicule, mais une bonne météo, comment vous allez toutes et tous et d'où vous venez. Moi, j'adore toujours voir où vous êtes. Je me présente en quelques mots et après, on rentre dans le vif du sujet avec toi, Catherine, avec tes moments clés, tout ce qui t'inspire, comment tu partages cet optimisme, d'où il vient, qu'est-ce que tu transmets aussi dans les entreprises. Moi, je suis Marie-Éloi. J'ai créé plusieurs structures pour la place et l'impact des femmes dans l'économie. Pour celles qui entreprennent, Femmes des territoires, pour créer son entreprise. Pour celles qui sont déjà entrepreneurs et qui veulent développer leurs compétences et leur leadership, c'est Bouge ta boîte. Et pour faciliter les carrières des femmes dans les entreprises et les administrations, c'est Bouge ton groupe. Maintenant, à toi, Catherine. Vraiment heureuse d'être avec toi ce matin. On va commencer. Tu veux dire un mot? Non, je veux dire que j'étais ravie d'être là parce que pour la petite histoire, Marie, tu fais partie des premières, en fait, il y a 6 ans maintenant, avoir soutenu, en fait, l'optimisme. Et du coup, c'est toujours un bonheur de te recroiser sur différents réseaux, différents médias, d'ailleurs, aujourd'hui, sur LinkedIn. Et du coup, beaucoup de gratitude envers tout ce que tu fais. Mais écoute, pareil, parce que toi, tu étais une des premières à parler à l'époque de Femmes de Bretagne. Donc, on s'était retrouvés à ce moment-là. C'était sur les réseaux uniquement. C'était très chouette d'avoir deux créations positives en même temps. C'est né à peu près au même moment. J'aimerais que tu partages avec nous ton premier moment clé. Donc, toi, tu étais très bonne élève, tu as fait un bac S, allemand, latin, tu t'es dirigée malgré toi vers la physique, la chimie. Ensuite, tu t'es un peu plus orientée vers le développement durable. Tu as fait un master 2 en développement durable, tu étais passionnée aussi par le numérique. Et j'aimerais que tu partages avec nous ton premier moment clé, le vrai moment où vraiment tu as pris un virage décisif dans ta carrière. Ouais. C'est quand tu lis une citation. Ouais, et c'est terrible parce que tu sais, tout le monde a généralement des grandes histoires à raconter sur, ben voilà, je me sentais pas bien dans mon ancien job, etc., etc. Et comme tu dis, moi j'ai eu la chance, en fait, la chance ou la pas chance, je sais pas trop d'ailleurs le définir, d'avoir bossé dans une boîte qui m'offrait un peu le meilleur en soi. C'est-à-dire que, oui, je bossais sur le développement durable, c'était un sujet qui était passionnant, qui m'intéressait, j'adorais mes collègues, mais mon boss, enfin voilà, j'avais pour moi de la chance en fait. Sauf que j'étais pas à la bonne place en fait. Tu sais, je pense que c'est toujours d'être à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et j'étais plus en fait. Voilà, j'y étais plus. Et un jour, je lis cette citation. Alors, une citation qui est passée sur Internet qui disait « Si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre ». C'était une citation, tu sais, c'était à l'époque, c'était en 2015, 2016. Et tu sais, à l'époque, il n'y avait pas de la super qualité sur des petits dessins. Il avait dû faire 5 fois le tour du monde. C'était mal écrit, etc., etc. Et donc, c'était en anglais. Et cette citation, elle m'a fait changer de boulot, en fait. Elle m'a fait dire, mais oui, en fait, oui, j'ai de la chance, mais je sens que je suis plus alignée. Et ça a été le moment clé où je me suis dit, j'avais envie de lancer l'optimisme. J'avais envie de parler de ce qui allait bien. Et ça a été un moment décisif. Et tu te rappelles où tu étais quand tu as lu cette citation? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'étais devant mon ordinateur dans mon ancien bureau. En fait, il y avait mes collègues. En fait, c'était une journée tout à fait classico-classique, en fait. Et j'étais allée sur Facebook. Donc, à l'époque, c'était un peu plus l'époque de Facebook. Et j'étais tombée sur cette citation. Et là, je me suis dit, tu sais, j'avais cette petite graine de changement qui me disait, j'ai envie de faire autre chose. Je le sens, mais... Enfin, oui, j'adore la physique quantique. Oui, je suis chimiste à la base. Enfin, voilà. Oui, je connais le développement durable, mais je connaissais rien du tout à l'optimisme, en fait. Il faut quand même se dire. Mais je sentais qu'il y avait besoin d'en parler et que, alors, je sais pas si on peut parler de mission, mais c'était une cause, en fait. Et c'est cette citation qui m'a fait bouger. Et je trouve ça... J'adore. J'adore cette citation. Tu sais, ce n'est pas un arbre.
C'est tout simple. Mais moi, c'est pareil, forcément avec bouge ta boîte, bouge ton groupe. Ah oui, bah c'est ça, tu peux l'utiliser. Puis, alors, le mouvement aussi, il faut se dire, c'est pas toujours, faut pas forcément quitter un job, hein, faut pas forcément partir à l'autre bout du monde ou autre. Parfois, le mouvement, il est intérieur, en fait. Il est dans se refigurer le contexte dans lequel on est en train de vivre. C'est pas non plus la peine de tout plaquer parce que ça peut être dangereux aussi. Enfin, je prône pas tout plaquer à tout prix parce que derrière l'entrepreneuriat, voilà, faut être quand même assez costaud, quoi. Et donc, on était en 2015-2016, l'optimisme, la bienveillance, etc., c'était pas forcément à l'ordre du jour. Enfin, ça l'est d'ailleurs pas toujours présent. Et du coup, tu décides, toi, de créer tout un site consacré à l'optimisme. Déjà, comment ça t'est venu, cette idée, suite à la citation, de faire vraiment un site, de diffuser à ton tour de l'optimisme? Tu en avais reçu avec cette citation, comment tu as ensuite diffusé ça? Et comment c'était perçu autour de toi? Alors, moi, ça venait un peu du fait que j'avais pas mal crapahuté aux États-Unis, dans d'autres pays, où finalement, dans d'autres cultures, l'optimisme, c'est too much. C'est-à-dire que, tu sais, je raconte souvent cette histoire de mes collègues américains. Un jour, j'avais fait un Excel. Ils m'avaient dit, that's amazing. C'est incroyable. T'as fait un Excel. Et je me disais, mais ils se foutent de ma gueule. C'est pas possible. Aux États-Unis, dès que tu commençais à faire un tout petit truc, alors, New York SF, hein, je te fais, c'est pas tous les US, hein, tout le monde s'enthousiasme de ce que tu fais, alors qu'en France, dès que tu veux changer de boulot, changer de métier, changer de carrière, changer de culture d'entreprise, ah non, attention, ça va être dangereux. Tu sais, il n'y a pas cet enthousiasme. Et je me disais, bon, entre la culture US où tout est merveilleux, voilà, et la France, il y avait un pas. Donc, j'avais cette idée de me dire que si on voulait aller chercher le changement, il fallait de l'optimisme parce que c'était le prérequis à l'action. Et en France, l'optimisme avait vraiment mauvaise presse, hein. C'était confondu avec la naïveté. Et moi, je me disais, on peut dire tout et n'importe quoi, mais on peut pas dire que je suis que je suis naïve, hein, quand tu as bossé sur les trucs du GIEC. Enfin, t'as bien conscience des enjeux en matière de RSE, des enjeux environnementaux. Donc, j'avais cette petite graine qui était plantée. Et en fait, tout le monde m'avait dit, mais Catherine, l'optimisme en France, jamais, en fait. Qu'est-ce que tu nous fais? Tant et si bien que j'osais à peine le dire aux gens autour de moi. C'est-à-dire que j'étais persuadée qu'on allait se moquer de moi, qu'on allait se dire, elle a littéralement, elle fait sa crise de la trentaine, tu vois, elle a pété un plomb. J'ai vu que tu avais créé une page Facebook avec un faux profil pour pas qu'on te retrace, hein, c'est ça? Tu avais fait la page de l'optimisme avec un faux profil. J'assumais pas du tout, en fait, parce que forcément, j'étais entourée d'ingénieurs, de gens très rationnels. Moi, mes contacts, c'était que des directeurs développement durable, innovation, et je m'étais dit, tout le monde va penser que j'avais pété un plomb, donc j'assumais pas du tout. Mais en fait, c'était un peu comme quand j'avais commencé à bosser dans la RSE, personne ne comprenait non plus. Moi, je me rappelle quand je me suis diplômée dans ce domaine-là, on m'avait dit tu vas empêcher les entreprises d'avancer. Donc finalement, qu'on me dise c'est pas un vrai sujet, ça me dérangeait pas parce que pour moi, c'était logique, c'était évident, ça allait être un sujet de demain. Tu sais, sur le développement durable, quand on te disait que ça empêchait les entreprises d'avancer, moi, on me dit la même chose sur l'égalité. Quand je dis il faut plus de mixité dans les entreprises, on me dit mais tu vas bloquer le processus des entreprises. Mais non, mais voilà, on va l'accélérer, on va le bonifier. Et c'est un contresens, tu vois. C'est un contresens parce qu'on ne se rend pas... En fait, on pense à un temps T. Donc oui, à un temps T, ça va te créer des contraintes. Par contre, à un temps T plus 1, ça va avoir une énorme valeur. Et pour moi, c'était la même chose, en fait. Alors, je vois qu'il y a déjà plein de commentaires de Rouen, Beaufix, Montpellier, Bordeaux, Aline de Vannes, de Saint-Malo. On a Sandrine de Strasbourg, humeur jour chaud, chaud, chaud. Carole de Lille, Brigitte du Mans avec l'humeur en berne. Brigitte, j'espère qu'on va vraiment te donner la pêche avec Catherine. Sophie en direct de Beaune, Sandrine de Bordeaux, Frédéric Michel qui nous dit bonjour, Geneviève, même tempo, Valérie qui est heureuse de nous voir et de voir Marie-Sergine qui est en ligne aussi, Nathalie de Paris et Geneviève qui nous demande comment as-tu procédé pour lancer l'optimisme? Je me suis extrait. Comment?
Tu as créé une page Facebook d'abord? Comment tu as fait? J'ai d'abord créé un site web, en fait. J'ai d'abord créé du contenu, en fait. Pour me donner confiance, j'ai créé du contenu. Eva, qui bosse avec moi aujourd'hui, elle était en presta, elle vivait à Birmingham. J'avais cherché sur Internet quelqu'un qui pouvait m'aider à créer du contenu, en fait. Donc, c'est marrant, c'est des parcours de vie aussi, tu sais, qui se retrouvent. Et en fait, une fois que j'avais créé quelque chose, je l'ai montré à ce moment-là. Par contre, quelque chose d'important à dire, c'est que pour créer l'optimisme, j'ai dû m'extraire de mon moule. C'est-à-dire que j'avais bien compris que si je restais avec le même entourage que celui que j'avais à l'époque, ça allait tuer le projet dans l'œuf parce que j'allais avoir des doutes. Tout le monde était en train de me dire, du jour où j'ai démissionné, tout le monde a voulu m'embaucher. Donc, tu vois, j'étais pleine de doutes. Mon entourage qui me disait, mais attends, voilà, regarde, tu as des opportunités, retourne bosser. Donc, j'ai fait un pas de recul. Je me suis mise dans une bulle. J'ai commencé à vraiment à chouchouter mon projet, en fait. Alors, moi, je me suis un peu expatriée. Je suis partie quelques mois en Espagne, à Barcelone. Et voilà, en fait, j'ai fait un mouvement, en fait, perso, pour essayer d'incarner, en fait, ce que je voulais être après. Et il fallait que je désapprenne, en fait, tout ce que j'avais appris. C'était très marrant. Dès que j'ai bougé, j'ai rencontré des gens qui ont compris ce que c'était que l'optimisme. Alors que dans mon entourage, j'avais 2 copains qui comprenaient vaguement ce que je voulais faire, quoi. Ouais, donc vraiment, tu as conscientisé ça. Tu es partie à Barcelone sans parler un mot d'espagnol, hein, si je comprends bien. Non, j'ai tout quitté. Là, mon pays, pas tout. Tout, ok, toute ta vie, tu es partie, tu as conscientisé ça et tu t'es dit, je veux une vie différente. Et tu l'as écrite finalement. Ouais, alors je m'étais pas dit que je voulais une vie différente, mais j'avais compris que si je voulais vraiment incarner qui j'étais, il fallait que je redevienne, en fait, que je me détache, en fait, de, tu sais, toutes ces couches que les autres te mettent, en fait. Tu es ceci. Moi, j'étais la scientifique de la famille, hein, enfin, globalement, en opposition à d'autres plus littéraires. Bah, tu vois, aujourd'hui, je suis auteur. Donc, tu vois, en fait, il fallait que je désapprenne, en fait, toutes ces casquettes qu'on m'avait mises, la nana plutôt sympa. Enfin, tu sais, bon, je reste sympa. Reconstruire en étant vraiment toi-même, c'est ça? Exactement. Il y avait besoin d'enlever tout ce qu'il y avait autour pour te retrouver toi-même. Exactement. L'optimisme décolle. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire à celles et ceux qui nous suivent, vous pouvez poser toutes vos questions, on les voit avec Catherine en direct, donc on vous répondra. L'optimisme décolle rapidement, pas rapidement. Comment ça s'est passé au début? Hyper rapidement. En fait, c'est-à-dire que justement, avec le faux profil que j'avais créé sur Facebook, je l'ai mis dans quelques groupes, notamment dans le groupe des 100 barbares, par exemple, en disant, moi, j'ai eu l'idée de me dire qu'il fallait qu'on parle des initiatives positives parce que c'est ça qui donne aux autres l'envie d'agir, en fait, des inconnus, enfin, voilà, comme toi, tu côtoies aussi au quotidien, tu sais, des nanas, des hommes qui essayaient de se lancer. Et donc, je l'ai annoncé sur Facebook et là, je sais pas, en quelques jours, il y avait déjà 4-5 000 personnes qui suivaient déjà l'initiative parce que plein de personnes étaient arrivées à la même conclusion que la mienne, c'était qu'on avait envie aussi de voir autre chose et que pour se donner le courage d'agir, il faut voir d'autres personnes qui vivent la même chose et qui ont eu aussi envie d'agir à un instant T. Ça nous donne du courage, tout simplement. Et il y a Valérie qui dit « Oh, ça me parle tellement, Catherine, je suis aussi passée par cette mise en retrait de certaines personnes de mon entourage pour prendre confiance dans mon projet. » Geneviève qui dit « J'adore ton parcours » et qui rajoute après « Merci à vous deux pour ce partage, c'est énorme. » Donc, merci Catherine, tu nous inspires toutes et tous. Ton deuxième moment clé. Donc, l'optimisme cartonne, l'optimisme.pro aussi pour les entreprises. Et là, tu décides de devenir écrivaine, autrice. Alors, comment on trouve cette légitimité? Alors, le hasard, c'est que je décide pas, en fait. C'est-à-dire que j'avais commencé à écrire à un moment donné, tout le monde te disait faut écrire des e-books. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu la grande mode, faut écrire un peu des livres blancs. Et je m'étais déjà posée sur un livre blanc en me disant tiens, je voudrais une sorte de méthodo pour rester un peu optimiste au quotidien. Voilà. Et comme j'avais en plus des lecteurs qui me partageaient leurs astuces, tu sais, j'avais envie de faire une synthèse de ces astuces. Et j'avais un peu mis ça de côté parce que quand tu es en train de monter une boîte, tu as 1000 projets, mais il y en a qu'il faut que tu te dises « Ok, c'est pas le projet prioritaire pour le moment. » Et en fait, un jour, je reçois un email de la maison d'édition Michel Lafon en me disant « Est-ce que ça vous dirait d'écrire un livre ?» Et là, je me dis c'est une blague, en fait. Tu vois, je me dis c'est une blague, c'est pas possible. Et quelqu'un dans mon équipe
Et un copain me dise, bah attends, là, j'étais à Lisbonne à ce moment-là, me disent si, enfin, vas-y, en fait, va voir quand même. Et ils me disent, si tu n'y vas pas, nous, on te prend ton billet d'avion pour que tu y ailles. Donc, je prends quand même un billet d'avion pour y aller. En fait, non, c'était pas une blague. La légitimité, elle est dure à acquérir. Comme je te l'ai dit, on m'avait mis dans la case de, toi, tu es la scientifique de la famille. Donc, voilà, c'est bizarre. Je me disais, moi, je ne suis pas une professionnelle non plus de la psychologie positive. Par contre, j'étais une personne qui l'avait vécu, en fait. Et du coup, qui était en train de synthétiser les petites astuces très simples, très loin de la théorie, mais vraiment dans le pratico-pratique. Donc, je me mets à écrire ce livre en n'y croyant pas trop. Enfin, pas en n'y croyant pas trop, mais en ayant un déficit forcément de confiance, tant et si bien que, je ne sais pas, 2 semaines avant la sortie du bouquin, je me fracture la cheville, je me luxe le genou. Le corps parle, en fait. Tu sais, quand tu n'assumes pas quelque chose, le corps parle. Donc, je fais quelques radios, quelques émissions, mais je ne peux pas en faire beaucoup parce que je suis en béquille. Et puis, quand tu te fractures la cheville, que tu te luxes le genou en même temps, en l'occurrence, l'un ou l'autre, ça marche tout seul, mais les deux ensemble, tu ne peux plus rien faire parce que le genou ne porte plus le plâtre. Donc, voilà. En fait, et je pense que ça a été le temps d'intégrer que j'avais fait ce livre et en fait, qui marche bien dès sa sortie, mais j'ai commencé à comme tu dis, à sortir du syndrome de l'imposteur quand j'ai eu les retours des lecteurs et du coup, il a cartonné à partir du moment où je me suis mise en mode, ah bah oui, tiens, j'ai écrit un livre parce que c'est curieux en fait pour soi-même. Et quand il est sorti en version poche, comme tu vois, c'est un tout petit prix, c'était 5,95, je me disais, au pire, ça fait du bien aux gens, c'est moins cher qu'un paquet de clopes, tu vois. Et là, je me suis mise à l'assumer et maintenant, bah oui, c'est un best-seller et je me rends bien compte qu'il fait du bien aux gens. Donc, mais il a fallu du temps, tu vois. Moi, ça a été quasiment, je pense, 1 an d'assumer ce premier livre. Alors, les autres, c'est plus facile parce que quand tu es auteur… Et tu as mis combien de temps à l'écrire? Combien de temps et quelle a été ta discipline? Alors, j'avais déjà écrit, tu sais, pour le fameux livre blanc, j'avais déjà un manuscrit qui faisait 80 pages et le plus dur, c'est la fin, en fait. Au démarrage, écrire, c'est facile, mais je fais partie de ces caractères, en fait, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont le même. Je fais 95% dans un temps record, mais les 5% restants, tu sais, qui restent, c'est une sorte de labeur. Mais quand je te dis terrible, c'est terrible. Hein. Je te fais 80% en 2 jours et les 5 derniers pourcents en 4 mois parfois. Sur tous les projets, je suis comme ça. Je ne suis pas câblée pour terminer un projet, tu vois. Et donc, la fin a été très, très dure. Me relire moi-même, parce que tu te lis, tu te relis, c'est… Voilà, il y a des gens qui adorent ça parce que c'est mettre le point final à un projet. Moi, je déteste. Moi, ce que j'adore, c'est écrire le projet. Donc, mais ça a été un travail de 8 mois alors que j'avais quand même écrit le début, en fait. Ouais, 8 mois intenses. 8 mois intenses. Aujourd'hui, c'est un peu différent quand j'écris des livres, mais c'est cette confiance en fait qu'on a dans la transmission. Et moi, j'adore transmettre. Hein. Je m'amuse sur LinkedIn à faire des dessins, je m'amuse sur Instagram à faire des réels. Tu vois, j'ai un truc dans la transmission. J'adore faire ça en vrai. C'est un vrai plaisir. Il y a Delphine qui dit s'écouter, saisir les opportunités, c'est courageux. Bravo, Sophie. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces moments de partage, ce live si inspirant. Aline qui dit vos livres, des livres à relire et à relire, accessibles, simples et poussant à l'action. Donc, tu vois, comme Geneviève qui dit, comme on dirait que l'on se ressemble, Catherine. Et tu dis, justement, toi, tu aimes transmettre, mais comment tu trouves l'inspiration? Parce que non seulement tu dois montrer de l'optimisme en permanence, en tout cas à l'extérieur, hein, et on sait tous, hein, on a tous des moments de bas, donc j'imagine toi aussi. Donc, comment tu fais pour te nourrir, pour te ressourcer? Donc, avoir de l'optimisme et ensuite inspirer les autres. Parce que non seulement il faut que tu aies ça pour toi, mais aussi pour tous ceux qui te suivent, 1 million de personnes. Alors, il y a quelque chose qui est très… je connais mes marqueurs. Je sais que je ne vais pas bien quand je n'écris pas. Par exemple, quand je ne prends pas le temps de lire et quand je ne prends pas le temps de consommer des choses qui ne sont pas dans mon milieu, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis une très grande curieuse. Je vais regarder beaucoup de comptes d'artistes, en fait, qui n'ont rien à voir, en fait, avec mon métier. Je vais regarder très peu de choses qui sont en lien avec mon métier, en fait. Je vais regarder… Alors, bien sûr, je vais regarder des choses sur la QVT et autres pour me tenir informée, mais ça arrive tout seul dans ma boîte mail, j'ai envie de te dire. Mais par exemple, pour la création, je vais regarder des trucs qui n'ont rien à voir avec mon domaine. Donc,
ça, c'est mon côté inspirant. Mon côté inspirant, c'est, je sais avec qui je parle, hein, quand je parle avec des maris, des gens qui m'inspirent au quotidien. Enfin, voilà, Raphaël Duchemin, tu vois, des gens comme vous. Voilà, je trouve beaucoup d'énergie dans la rencontre avec l'autre. Et c'est curieux aussi, mais dans l'introversion. Coucou à Raphaël Duchemin. Je suis fan. Et du coup, tu sais, je trouve beaucoup d'optimisme en fait dans ma consommation en fait, à la fois d'actualité, à la fois de sites web, mais aussi beaucoup dans l'introversion parce qu'il faut quand même dire, moi, je suis pas une optimiste de nature et je suis une hyper vulnérable, je suis une hyper sensible. Tout ça, je le cache pas et de temps en temps, d'ailleurs, ceux qui me suivent se rendent compte que de temps en temps, je fais des trucs vulnérabilité, parfois un peu de tristesse, un peu en fait, je vais partager un état à un instant T en disant, oui, moi je suis une optimiste parce que je pense que c'est une condition sine qua non à l'action, en fait, qu'on ait envie de changer une culture d'entreprise. Voilà, on en a besoin. Par contre, il y a des moments, mais je vais aussi partager beaucoup de vulnérabilité parce que je ne vais pas être capable de dire allez-y, foncez, tout va bien. Il y a des jours où moi je suis hyper vulnérable, où je suis fatiguée. Et donc là, les posts qui sortent, ça va être la vulnérabilité, le syndrome de l'imposteur. Et je me donne la liberté de partager ce qui fait de nous, en fait, des êtres vivants, tout simplement. Donc, c'est comme ça que tu t'inspires, tu t'autorises aussi de ne pas poster pendant plusieurs jours si par exemple, oui, ouais, ça se voit. En fait, je ne crée pas mon contenu en avance. Beaucoup de gens me demandent comment je fais pour créer du contenu. Je ne suis pas du tout régulière. Je ne suis pas une bonne élève là-dessus. Par contre, je vais créer du contenu en fonction de mon humeur et en fonction de ce que j'ai envie de partager. Et donc, en fait, je me donne la liberté de temps en temps. C'est tristouille, hein, parce qu'il faut quand même le dire. Enfin, on vit, en fait. Et c'est vrai que c'est curieux. Moi, je fais beaucoup de conférences sur l'optimisme en entreprise. À l'annonce de la guerre, tu sais, j'avais 3 conférences la semaine d'après sur l'optimisme. Donc, tu sais, il faut toujours trouver la juste mesure entre, oui, nous sommes des êtres vulnérables et c'est OK. Par contre, l'optimisme, on peut le travailler dans des détails du quotidien. Tout à l'heure, je te parlais de l'impact de l'entourage, mais c'est la même chose que l'impact des médias aussi. Hein. Je vais consommer de l'actualité 1 fois par jour maximum, tu vois. Se nourrir de positif pour ensuite retransmettre du positif. Si on se nourrit que de négatif, c'est compliqué d'avancer. Et on se vide en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas arriver dans une relation déséquilibrée si tu donnes tout en permanence. Et peut-être que dans les personnes qui regardent ce live, il y en a qui donnent tout aux autres, à leur famille, à leurs collègues, qui prennent pas soin d'eux, mais c'est un peu comme une jarre qui casse en fait. Tu vois, si tu donnes sans arrêt, en fait, il faut trouver cette juste mesure entre recevoir et donner en fait, parce que sinon on perd de l'énergie de dingue. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu interviens, comme tu l'as dit, beaucoup en entreprise pour l'optimisme.pro. Qu'est-ce que tu sens comme grande tendance? Quelles sont les demandes des managers? Quelles sont les demandes des collaboratrices et des collaborateurs? De quoi on a besoin aujourd'hui en entreprise pour avoir une meilleure qualité de vie au travail? En fait, je pense que c'est pour tout le monde. On a besoin de ce savoir unique. On a passé des années à expliquer que les cimetières sont remplis de gens indispensables. Mais c'est logique, une entreprise, ça devient dangereux. Si chaque salarié, in fine, devient indispensable, il peut demander 15 000 balles le mois d'après, en fait. Ceci étant dit, du coup, on a l'impression d'être trop petit. On est trop petit pour agir. Combien de personnes m'ont dit « je ne suis que ça, je ne suis que manager, je ne suis que dirigeant, je ne suis que journaliste, je ne peux pas changer les choses, je ne suis que assistante ». Peu importe en fait, mais en fait on est unique parce que oui on a des compétences métiers, mais derrière si vous partez, finalement votre personnalité qui vous êtes, votre joie de vivre ou votre joie de râler, peu importe, en fait ça va manquer aux autres. Et en fait je pense que c'est ça qui manque beaucoup dans le monde de l'entreprise à tout à chacun, c'est au bureau ce savoir indispensable en fait, et ce savoir savoir que c'est parce qu'on est soi en fait qu'on est utile, au-delà des compétences métiers ou des comptables, il y en aura d'autres, des RH, il y en aura d'autres, et ça, faut être à l'aise avec le fait d'être interchangeable. Ouais, ça c'est tellement important, mais même dans notre entourage personnel, à la fois au boulot et ailleurs, mais vraiment sentir qu'on est unique ou faire sentir aux autres qu'ils sont uniques. Et tu sais, c'est cette citation de Maya Angelou que je suis incapable de reprendre exactement maintenant, mais qui dit que les gens, en fait, ils vont pas se souvenir de ce que vous avez dit, ni de ce que vous avez fait, mais de ce que vous leur avez fait ressentir, en fait. Exactement. Exactement, et je crois que moi, dans le premier bouquin, j'avais dit, en fait, le jour de ton enterrement, personne va se dire, oh mon Dieu, son canapé rouge va nous manquer, tu vois.
Ce qui va manquer, c'est, tu sais, Le canapé rouge qui a coûté une fortune, oui, c'est sûr, on va pas s'en souvenir. Exactement, tout le monde s'en fout. En fait. Et du coup, c'est effectivement cette notion d'interaction, mais de toute façon, ça a été prouvé par la recherche. C'est ce qui rend les gens heureux, c'est la densité des interactions sociales, en fait. Et c'est pour ça aussi, souvent, je dis, on en a parlé tout à l'heure, le fait d'avoir revu mon entourage à un instant T. Mes potes, mes meilleurs potes, je les connais depuis 30 ans, hein, donc depuis 15 ans en moyenne à peu près. Mais il y a des personnes dont je me suis extrait parfois parce que je me rendais compte que je sortais de dîner où j'avais moins d'énergie qu'en y arrivant, tu sais. Et parfois, je m'étais sentie, enfin, je ne sais pas si ça vous fait ça, peut-être dans le commentaire me le dire, tu sais, à une table avec des amis, tu te sens extérieur à la conversation. Tu sais, tu te demandes ce que tu fais là et tu te dis, mais limite, j'aurais tellement mieux à bouquiner toute seule chez moi. Sauf que socialement parlant, t'oses pas dire non, mais pourtant, la réalité, elle est là. À la fin du repas, tu sens que tu as de l'énergie en moins. Et je crois que quand tu es entrepreneur, mais entrepreneur, voilà, ou à l'intérieur d'une entreprise, quand tu as envie de mener des nouveaux projets, tu as besoin de tellement d'énergie à déployer que tu peux pas avoir des fuites d'énergie comme ça. Donc moi, j'ai commencé à dire non, en fait, à ce genre de dîner. Ça a été mal vu, en fait, parce qu'on s'est dit, pourquoi tout d'un coup elle change? Mais c'était juste que je m'emmerdais, qu'on n'avait pas de sujet connexe, qu'il y avait moins d'énergie, que c'était des gens qui gueulaient sur tout et n'importe quoi. Et ben, à un moment donné, j'ai dit non, et ça a fait que j'ai eu moins de fuite, tu sais, énergétique à la fin de la journée. Et quand on est entrepreneur ou qu'on est engagé dans un projet, dans une mission en entreprise, dans une association, ou même au niveau de sa famille, on a besoin de cette énergie-là. Et toi, tu as travaillé beaucoup sur la physique quantique et tu sais à quel point l'énergie est précieuse. Tu parlais tout à l'heure de la densité des relations dont on a besoin. Et c'est bien le mot densité. Ça ne veut pas dire la pluralité et la multitude de relations, mais vraiment la densité, vraiment qu'on nous fasse sentir qu'on est unique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tout ça, c'est aussi une question d'énergie. Tu l'as bien dit. Moi, je donne souvent mon ancien coloc qui n'est pas du tout philosophe, hein, Erwan, si jamais tu passes par là, qui un jour, j'étais sur mon canapé en train de râler sur mon mec ou je sais pas quoi, enfin bon bref, ou une rupture, je sais plus trop, et Erwan qui rentre dans la salle en disant, mais Catherine, tu peux pas laisser quelqu'un qui n'est pas dans la pièce dominer ton humeur du jour. Il me disait, regarde, lui, il est peut-être en train de passer une très bonne journée, on est dimanche, il fait beau dehors, tu peux pas laisser quelqu'un qui n'est pas dans la pièce dominer ton humeur du jour. Et mais franchement, ça m'a marqué parce que maintenant, je me dis, quand tu as quelqu'un qui te hurle dessus, peu importe, mais vos week-ends, vous pouvez pas laisser quelqu'un dominer votre humeur parce que c'est double peine pour vous et en plus, vous donnez de l'énergie à l'autre. Donc, voilà, cette phrase, franchement, elle m'a changé la vie. Donc, absolument. Il y a 15 ans. Entièrement d'accord avec toi. Je vais vous demander à toutes celles et ceux qui nous suivaient de donner un mot sur ce live, un mot pour Catherine. Qu'est-ce que vous avez aimé de cet échange avec Catherine? Catherine, nous, on va faire un portrait chinois, quelques questions avec des réponses spontanées. Je te laisse répondre. La première, c'est si tu te croisais toi-même à l'âge de 20 ans. Si la Catherine Testa de 20 ans te voyait aujourd'hui, qu'est-ce que cette Catherine te dirait en te voyant? T'en fais pas, tu vois, t'étais imparfaite, mais ça passe quand même, ça marche quand même. Elle se dirait waouh aussi, j'imagine. Ce qui te ressource, qu'est-ce qui te ressource? L'écriture et la campagne. L'écriture, la campagne et les gens, je pense les trois, les gens bien choisis du coup. Ouais. Ok, donc aujourd'hui l'écriture, ça te ressource. Ouais, oui. Ouais. Pour moi, c'est un outil d'ancrage. Hein. Je pars un peu dans tous les sens. L'écriture, c'est du calme. Ouais. Alors, ça passe très vite ce live. On n'a pas parlé de ta vie d'entrepreneur parce que tu es aussi entrepreneur avec ta boîte pour les conférences, pour l'optimisme.pro. À quoi as-tu renoncé? À de la sécurité. Je pense que quand tu es installé dans une carrière classique, tu n'as plus de tickets resto, tu n'as plus de... t'as plus de vacances payées, tu vois. On va dire un peu de sécurité peut-être. Sur quoi tu travailles pour progresser en ce moment? Mon assertivité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, c'est la capacité à dire non aux autres sans blesser en fait l'autre. Ça serait ça, mon assertivité. J'ai un peu du mal à dire non. Et de quoi n'as-tu plus peur? De l'échec en fait. Je ne sais même pas si j'en ai eu un jour peur, mais du regard des autres. Pardon, je pense que ça, c'est hyper important. Du regard des autres, parce que je sais très bien qu'il y a une énergie je parle vite. Quelqu'un qui préfère les gens structurés, je ne vais pas plaire. Et c'est OK parce que d'autres personnes, c'est une notion d'énergie. Tu résonnes avec certains types de personnes et pas avec d'autres, et c'est OK.
ton mantra autre que bouge, tu n'es pas un arbre. Est-ce que tu en as un autre de mantra? Très bonne question. Tu parlais de Maya Angelou, c'était ne sous-estimez pas, je ne sais plus quelle est la phrase, mais un petit groupe de personnes peut faire changer le monde, en fait. Ça, c'est vrai. Je ne sais plus comment, c'est mal dit, c'est pas la bonne citation, mais il faudra la retrouver. Alors, je vois dans les commentaires, il y en a plein, je te laisserai lire après. C'est un chouette témoignage, Catherine. Tu aspires à revoir ses priorités et dire non quand ça a du sens pour soi. Oser dire non de Cécile, ce n'est pas forcément bon pour nous. Merci pour votre partage super énergique qui donne la pêche. Émilie, et c'est pour cette raison qu'il faut oser partir d'une entreprise quand on perd son énergie et que l'employeur ne prend pas en compte la personnalité de ses employés. Joël, dire non pour se dire oui. Ah, c'est joli ça comme slogan, dire non pour se dire oui. S'entourer des bonnes personnes qui partagent la bonne énergie, un vrai carburant, énergisant, j'ai tout aimé, pétillant, boostant, énergie rayonnante, pétillance. Moi, je vous laisse avec cette phrase de Goethe que j'adore forcément et qui correspond bien à ce live aussi, qui dit « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. » Et tu nous l'as montré aujourd'hui encore, Catherine. On se donne rendez-vous dans 15 jours, le 1er juillet, 9h30, 10h, pour un live avec Gila Clara Kessous, qui est comédienne et coach en leadership. Elle intervient notamment à l'UNESCO et à Harvard. Elle est également l'autrice du grand livre de la psychologie positive. Ce sera parfait à méditer avant l'été. Merci Catherine. À toi, un mot de la fin à toutes celles et ceux qui nous suivent. Merci de nous avoir suivis. Merci et n'ayez pas peur d'être authentique, en fait. Je pense que ça serait le mot de la fin. Allez, soyons nous-mêmes, c'est vraiment le bon mantra. Merci Catherine, merci à vous toutes et tous et à très bientôt, à dans 15 jours.